Oui, bonjour, Sœur Rigette. Je suis Antoine Bonneau, je suis ici au nom du Réseau du patrimoine franco-ontarien. On est ici afin de faire une petite entrevue intergénérationnelle avec vous, afin d'avoir de meilleurs souvenirs sur vous, et ainsi à faire une promotion pour votre prix Sœur Rigette par an au RPFO qui est donné au mois du patrimoine en février. Merci beaucoup, Antoine. Alors, moi, j'aimerais dire d'abord bonjour à toutes les personnes franco-ontariennes et surtout, je voudrais ajouter que on est des Ontariens puis des Ontariennes, mais moi, j'aimerais donc qu'on dise des Ontarois parce que ça donne de la dignité. Moi aussi, j'aurais des questions. Tu veux me poser des questions beaucoup, mais moi, je dirais, comment toi, Antoine, as-tu été intéressé à travailler pour le patrimoine? As-tu entendu parler du patrimoine pendant que tu étais à l'école? Oui, ben mes parents ils étaient toujours, m'ont toujours amené dans des musées ou dans des endroits un peu plus historiques. Donc, j'ai été montré à un jeune âge intéressé à l'histoire et puis j'ai justement fait mes études en histoire à l'Université d'Ottawa. Donc, Bravo, bravo, je suis contente. Alors, on peut se parler, puis on va s'engager à intéresser les gens, tous les Ontarois, puis les Ontaroises. bon, je vais commencer par le commencement. Vous êtes né à Saint-Pascal-Bellon, dans l'Est ontarien. C'était comment de vivre dans les années 40-50 en Ontario français? Ben, c'était plus difficile qu'actuellement, sauf que dans l'Est de l'Ontario, il n'y avait pas d'anglais. Moi, quand j'étais jeune, je n'ai jamais entendu parler anglais beaucoup à Saint-Pascal, sauf que ma mère avait été à l'école anglaise à Orléans. Alors moi, j'ai un beau papa et une belle maman. Et puis, ils ont fêté leur 50e en 1973, puis on a gardé un beau souvenir. Puis, ils avaient une belle famille. Tu as dit Saint-Pascal-Bellon, permet, j'ai pas d'autres photos que la maison chez nous dans le deuxième rang. Alors ça, c'était la maison familiale. Il y avait un garage, là, la grange et puis le poulailler et tout ça. C'était la ferme. Maintenant, mes parents ont eu 8 enfants. Il y avait 7 filles, puis un seul garçon. Depuis 30 ans, je fais un calendrier pour la famille. Et puis là, je leur ai demandé leurs photos. C'est très intéressant pour la famille parce que ça garde des contacts. Même s'il y a des contacts avec les cellulaires, parce que la technologie, aujourd'hui, on le sait, on se rencontre plus, on fait juste se texter. Alors, c'est pour ça que moi, ma famille appréciait beaucoup que je fasse ce journal de famille. Il n'y avait pas d'ordinateur, puis de FaceTime, puis de ça. Il n'y avait pas de ça là, quand j'ai commencé. Alors, je leur ai fait toutes sortes de souvenirs. Par rapport à votre jeunesse aussi, que rêviez-vous de devenir quand vous étiez petite? Moi, j'aurais aimé être un médecin. Parce que dans mon jeune temps, il n'y avait pas de femme médecin. Puis je me disais, je serais capable. Je serais capable d'être médecin. Mais je t'ai pas parlé que j'étais entrée dans la communauté des religieuses. Or, quand je suis entrée en 53, 54, 55, là, quand j'ai fait profession, les sœurs, on enseignait, on avait soin des malades, on avait soin des orphelins, on avait soin des personnes âgées. Puis il n'était pas question d'étudier beaucoup. Je ne sais pas si j'ai dit que j'appartenais à la communauté des Sœurs Grises de la Croix, qui s'appelait comme ça jusqu'en 1968. Bon, vous savez ça. Ben, peut-être que non. Que les religieuses et les religieux ont changé de nom quand on entrait en communauté. D'ailleurs, toutes les femmes changeaient de nom, prenaient le nom de leur mari. Maintenant, ils gardent leur nom, puis je suis bien d'accord, mais enfin. Alors, nous autres aussi, on changeait de nom. Moi, je m'appelais Sœur Marie Réparatrice. Vous avez étudié à l'Université Laurentienne. Vous êtes notamment spécialisé en histoire sous la tutelle de Gaétan Gervais. Comment c'était de travailler avec lui puis d'avoir étudié sous lui? Moi, M. Gaétan Gervais, c'est un grand homme. Il pouvait nous aider à faire n'importe quoi. Il était engagé dans la Société historique, il était engagé dans l'ACFO. C'était un personnage dans la région de Sudbury que tout le monde aimait, tout le monde connaissait. Mais moi, j'ai eu le privilège de travailler beaucoup avec lui parce qu'il a été le directeur de ma thèse de maîtrise. Puis moi, j'ai fait ma thèse de maîtrise sur l'hôpital Saint-Joseph de Sudbury. Or, l'hôpital Saint-Joseph de Sudbury, c'est un hôpital fondé par ma communauté, les Sœurs de la Charité d'Ottawa,
qui s'appelait Sœur Grise Lacroix encore à ce moment-là. Et les soins infirmiers dans ce temps-là, c'était un engagement de la communauté très fort. Il y avait des enseignantes, puis il y avait des personnes qui travaillaient pour les pauvres, il y en avait qui travaillaient dans les hôpitaux, il y en avait qui travaillaient avec les orphelins. Mais dans les hôpitaux, on avait beaucoup, parce que Mère Bruyère, on va en parler tantôt là, de Mère Bruyère, mais elle a commencé par les malades dans les hôpitaux, à fonder l'hôpital général à Ottawa. On pourrait dire que Mère Bruyère était la fondatrice de à peu près tous les besoins de la société des années 1845. Alors, c'était pas facile. Il y avait besoin de quelqu'un pour avoir soin des personnes âgées, pour les enfants orphelins. Et Mère Bruyère a tout fait ça. Et elle a aussi, Mère Bruyère, non seulement les écoles primaires, mais aussi les écoles secondaires. Les écoles, elle a essayé de donner aux jeunes filles de son temps et de notre temps des études pour être capable d'être des personnes dans la société, des personnes responsables et des personnes qui font l'engagement vers une meilleure société. C'est ça, vous avez beaucoup enseigné aussi durant votre vie. Comment c'était être enseignante en Ontario français? Moi, j'ai enseigné beaucoup, j'ai enseigné 30 ans. Puis j'ai enseigné surtout au secondaire. J'ai enseigné 2 ans, je pense, au primaire. Mais au secondaire, j'ai enseigné beaucoup, puis au secondaire public aussi. Alors, ça demandait beaucoup d'énergie. Puis dans ce temps-là, j'étais jeune, j'avais de l'énergie plus. Mais je voudrais revenir à l'Université Laurentienne. Il y a 2 ans, l'Université Laurentienne a fait un vrai accroc, je pourrais dire, je ne sais pas si je peux parler comme ça, à toute la francophonie. Ils ont enlevé presque tous les cours francophones. Hein? Mais nous autres, les Franco-Ontariens, on a l'habitude, depuis toujours, avec le règlement 17, on pourrait en parler, j'ai écrit des choses, le règlement 17, on est toujours habitué à revendiquer, mais dans la dignité. Alors là, les gens de Sudbury vont réussir à récupérer plusieurs cours en français. Justement, au cours de votre vie, vous êtes beaucoup impliqué au sein de nombreuses institutions en francophonie ontarienne. Parmi quel organisme trouvez-vous que votre apport a été le plus grand? Je pourrais dire que je pourrais commencer par la Société historique du Nouvel-Ontario. Parce qu'au moment où j'étais étudiante, la Société historique avait été fondée par les Jésuites, avait beaucoup d'envergure, puis ils allaient donner des conférences, puis il y avait des réunions, puis c'était vraiment intéressant. Bien, à force de m'intéresser à ça, c'était des pères jésuites, hein, le père Cadieux, le père Toupin, justement. Le père Toupin aussi était un professeur d'histoire. Il était mon professeur, puis à la Société historique, il est devenu secrétaire de la Société historique parce que Sœur Huguette Parent avait été élue présidente de la Société historique. C'était quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Mais il me semble que j'avais fait ma part pour continuer. Alors, je me suis beaucoup intéressée à la Société historique et à l'ACFO. J'ai toujours fait partie de l'ACFO dans les régions où j'étais. Puis c'est comme ça un peu, quand je suis arrivée dans la région d'Ottawa, dans les années 80, là, 75, 80, ben là, j'ai regardé l'ACFO, me suis impliquée dans l'ACFO, et c'est là qu'on a pensé au regroupement des organismes. Et c'est avec M. Jean-Yves Pelletier et Gaétan Gervais, avec Michel Prévost, qu'on a organisé un des meilleurs organismes franco-ontariens. Comment en êtes-vous venu à cofonder le regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien aux côtés de Gaétan Gervais et Jean-Yves Pelletier notamment? Ben moi, j'ai été... bon, comme je ne connaissais pas M. Pelletier, il vient me trouver. Moi, je travaillais à ce moment-là comme recherchiste pour l'évêque auxiliaire du diocèse. Il vient me trouver, puis il me parle de ça, qu'au Québec, il y avait une société du patrimoine, de la conservation du patrimoine, puis qu'en Ontario, on n'avait rien.
Eh bien, il dit, avec Gaétan Gervais, on pourrait inviter Gaétan Gervais, il nous aiderait. Puis, alors, on a commencé à parler de ça, puis on a mis sur pied. Puis là, M. Gervais est venu à Ottawa, on s'est réunis. Il y avait une réunion annuelle de l'ACFO à Windsor. Et on est allé, et là, on a réuni plusieurs autres membres, plusieurs personnes qui étaient intéressées. Et comme on a fini par dire, oui, on fonde le regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien. On est allé à Sudbury pour le réseau du patrimoine pour être capable de réunir les sociétés historiques et les ACFO de la région. On est allé à Timmins, on est allé à Toronto, mais celui que j'ai apprécié le plus ou qui a été le plus perfectionné, si je peux dire, c'est le brunch au Château Laurier. Puis ça a été agréable et c'était bien fait, puis il y avait bien du monde, puis les gens ont été vraiment exceptionnellement intéressés là, d'aller ce brunch de patrimoine. La ville d'Ottawa était là aussi, on avait invité tout ce monde-là et ça a été vraiment agréable. Mais je dois dire que, comme j'ai écrit dans le chaînon de 2019, le réseau avait 30 ans, j'ai écrit que le père du réseau du patrimoine, c'est Jean-Yves Pelletier, c'est lui qui est venu me trouver, puis qu'on a invité Gaétan Gervais. Quand on a fondé, tout de suite, Gaétan Gervais, je vous le dis, c'était un chef de file. Il dit, il faut avoir un petit bulletin pour que les organismes qui sont venus sachent qu'ils sont venus. Alors, il a appelé le bulletin Fleur de Trille, parce que la trille, c'est la fleur de l'Ontario. Alors, je trouvais que c'était magnifique. Alors, on publiait ce qu'on faisait dans ce petit journal qui a duré jusqu'à ce qu'il y ait une union entre le regroupement des organismes et la Société de généalogie, et ça a fait le réseau. C'est parfait. Il est évident que le patrimoine vous tient à cœur. Vous avez animé une émission télévisée intitulée Parlons patrimoine. Vous avez aussi confondé le RPFO, comme nous avons parlé. Vous avez aussi assisté à la levée du premier drapeau franco-ontarien. Et puis vous avez même remporté aussi une médaille du bicentenaire de l'Ontario. Qu'est-ce qui a fait naître cette ferveur pour le patrimoine franco-ontarien? Je pense que c'est un peu mes parents qui avaient la culture et l'instruction bien importants. Parce que sur une ferme, comme j'ai dit, j'étais née sur une ferme, on n'a pas d'argent. On a de quoi manger, puis on a de quoi vivre, mais il n'y a pas... Mais mes parents mettaient un sou à côté pour nous envoyer dans les collèges, puis ensuite à l'université, parce qu'ils avaient à cœur de faire instruire les enfants. Alors c'est comme ça que j'ai toujours voulu, j'ai toujours essayé d'apprendre quelque chose de neuf. Mais le patrimoine, pour moi, c'était quelque chose qui nous identifie, qui nous permet d'être une société à l'intérieur de la société. Si on n'a rien qui nous concerne, qu'on aime, qu'on a fondé, qu'on a travaillé pour obtenir, ben, on n'a pas d'avenir. Tandis que si on fonde notre vie actuelle sur ce qu'on a, ça nous donne comme un élan vers l'avenir pour faire mieux, pour continuer à faire mieux. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Imaginez-vous qu'en 1995, la communauté me permet d'aller étudier en théologie. Ça a été un cadeau. Alors là, j'ai dit au patrimoine, j'ai dit au regroupement du patrimoine franco-ontarien, j'ai dit à l'ACFO, j'existe plus. Je m'en vais étudier en théologie. Puis j'ai fait des études au collège dominicain ici à Ottawa. C'est le collège universitaire dominicain. Puis là, je me suis mise à étudier, mais j'oubliais jamais que j'appartenais à une communauté religieuse de ma bruyère. Alors je me disais, qu'est-ce que ma bruyère ferait si elle était actuellement étudiante? Quand il était le temps de faire un travail en théologie, bon, j'en ai fait des petits, là, mais mon vrai travail de thèse, de doctorat, je l'ai fait sur l'inculturation. C'était un nouveau mot là, qui apparaissait dans les années 90. Là. Je dois avouer
que je n'ai pas de certificat de doctorat parce que j'avais fini bien proche en 2000. J'ai été malade, j'ai fait du cancer et ça m'a pris 2 ans avant d'avoir de l'allure. Puis j'ai décidé de publier ma thèse. Quand on publie, on n'a jamais le certificat. Mais ça ne me fait rien. J'ai toute la scolarité, puis j'ai la publication de ma thèse. Puis c'est ça qui fait mon bonheur parce que je suis contente. Et c'est un cadeau pour la communauté aussi. Je veux dire, je parle de Mère Bruyère dans l'Église, puis son charisme de charité. Imaginez là, que dans les années 200, on ne parlait pas de Mère Bruyère comme vénérable, comme sainte, et puis de ça, on n'en parlait pas encore du tout, parce qu'elle a été déclarée vénérable en 2019. Là. Et dans ma thèse de recherche, imagine que même avant que l'Église pense que Mère Bruyère est une sainte, moi, mon chapitre 4e s'appelle Mère Bruyère, une renommée de sainteté. Alors pour moi, Mère Bruyère avait une charité inépuisable. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait personne pour aider, puis elle trouvait toujours du monde pour aider les pauvres, aider les orphelins, aider les malades, aider les personnes âgées. Alors pour moi, Mère Bruyère, c'est une sainte, même avant que l'Église la proclame, mais je vais être bien contente quand on va être capable de dire que Mère Bruyère, c'est une sainte dans l'Église catholique. Selon vous, est-ce que les jeunes franco-ontariens se battent aussi fort que les générations précédentes? Ce que je pense, et depuis toujours, c'est que si on veut que les jeunes s'intéressent à quelque chose, il faut leur en parler. Or, comment on peut parler de patrimoine à des jeunes, disons, du primaire, du secondaire, puis de l'université, puis des collèges? C'est en leur parlant de l'histoire. Puis je le sais que beaucoup de jeunes n'aiment pas ça, des cours d'histoire, c'est des titres, puis c'est des années, il faut se rappeler qu'en telle année, Christophe Colomb, je le sais que c'est compliqué, mais si on mettait un peu de couleur aux cours qu'on donne en histoire, Yves Congar, c'est un grand homme aussi. Je le mettrai à côté de M. Gervais, là. Lui, il disait que dans la société, dans notre vie, faites de l'histoire. Tâchez d'acquérir une culture historique selon vos moyens, vos disponibilités de culture et de lecture. Mais, il disait, faites de l'histoire. Bien, je pense que M. Gervais était un grand sage, et c'est pour ça qu'il faudrait, à son exemple, qu'il faudrait donner le goût de l'histoire aux jeunes, puis commencer, je dirais, à la fin du primaire, là, même en 8e année, là, tu sais, donner que ces jeunes-là puissent raconter une histoire de leur famille, de leur vécu, de leurs grands-parents. C'est ça qui pourrait les intéresser à l'histoire. Quel message voudriez-vous envoyer aux jeunes francophones qui aimeraient reprendre le flambeau de la culture franco-ontarienne, mais qui ne savent pas par où commencer, justement? Ben, moi, je pense qu'il faudrait commencer le plus jeune possible, dans les écoles, que l'on intéresse les enfants à ce qui se passe actuellement et à se questionner pourquoi ce grand-parent, mes grands-parents, pourquoi ce que papa ne faisait pas ça. Puis, alors, si on répond à ça, c'est de l'étude de l'histoire. Mais l'histoire, surtout au secondaire, on trouve toujours que c'est le cours qui est plate. Parce qu'on ne le met pas en perspective. Les cours d'histoire, là, c'est vraiment donner à la personne un élément qui lui permet de regarder le passé, vivre le présent avec dignité et s'engager dans l'avenir. Si je pense à M. Gaétan Gervais, comme historien, il avait acquis une grande sagesse. On ne peut pas lui enlever ça à M. Gervais parce qu'il a été, pour les Franco-Ontariens, vraiment un pieux, solide, sur lesquels on peut se reposer parce qu'au bout de ce poteau, il y a un drapeau. Puis il est beau, notre drapeau franco-ontarien. Même à ça, là, si on commençait par le drapeau dans toutes les classes, même les plus petits, là, déjà on disait « À mon drapeau, je jure d'être fidèle ».
Je ne sais plus maintenant si on parle de ça dans les écoles. Moi, quand j'ai enseigné l'histoire, puis j'ai enseigné l'histoire au secondaire longtemps, je faisais faire le serment au drapeau. Le RPFO réalise cette petite capsule vidéo afin de promouvoir votre prix Huguette par an, qui est donné à chaque 2 ans, afin d'immortaliser vos contributions à l'Ontario français. C'est à cause de M. Gaétan Gervais, si le prix Huguette par an, le don de 500 $ et plus est donné par l'Université de Sudbury, parce que autrement, je ne sais pas comment ça aurait pu venir. Alors, le prix Huguette par an a été créé par le regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien afin de reconnaître la contribution exemplaire de sa présidente fondatrice, ça s'appelle Sœur Huguette Parent, mais surtout à l'avancement du patrimoine franco-ontarien, tant sur le plan communautaire que sur le plan de la recherche. C'est ça qui va faire le patrimoine franco-ontarien. Et c'est ça qui, certaines personnes, parce qu'il y en a déjà qui ont gagné, et moi, je me sens toujours une grande fierté, une fierté franco, là, une fierté Huguette Parent pure laine, là, franco-ontarienne pure laine, quand je présente le prix Huguette Parent. Je pense que c'est un peu spécial. Merci beaucoup au réseau du patrimoine franco-ontarien. Merci à toi, Antoine, et merci à toute l'équipe. Ouais, au revoir. Merci beaucoup à vous, Sœur Huguette. C'était parfait comme entrevue. Oui. Oh.